3 histoires animées qui ont chacune une mécanique vraiment badante. Tout ce que vous allez voir est basé sur des faits réels. Histoire numéro 1. Mes parents ont toujours été surprotecteurs avec moi. Après tout, j'étais leur seul enfant. Ça ne me dérangeait pas trop. Je savais que c'était parce qu'ils avaient peur pour moi. Jusqu'à mes 16 ans, je ne suis jamais resté seul à la maison la nuit. Mais finalement, j'ai fini par rester seul une nuit. Mais mes parents sont partis un jeudi et ils ne devaient pas rentrer avant le samedi soir. C'était l'occasion de leur montrer que j'étais assez responsable pour pouvoir m'occuper de moi-même. Ma première journée s'est déroulée sans souci. Les jeudis, c'était soirée Netflix, et vu que c'était les vacances d'été, je suis sorti avec des amis le vendredi. Ce soir-là, ma meilleure amie Emma et moi, nous nous sommes installés sur le balcon de ma chambre. Ce n'était pas gigantesque, mais notre maison était plutôt grande, avec une belle vue. Alors que le ciel s'assombrissait et que la nuit tombait, vers 21h, on était assises, enveloppées dans des couvertures. On sirotait une limonade et on rigolait. Mais d'un coup, le rire d'Emma s'est arrêté. Elle fixait quelque chose de l'autre côté de la rue. Je suis retourné sur mon balcon et j'ai rangé les couvertures. C'est alors que j'ai senti l'odeur de la fumée de cigarette. Encore une fois, je me suis arrêté, j'ai regardé dans la rue et il était là, l'homme que j'avais vu plus tôt. Il se tenait sous un lampadaire en me regardant. Il a fini sa cigarette, a jeté le mégot par terre et il continuait à me fixer des yeux. Et je vous avoue que les poils de mes bras se sont hérissés. Et que voulait cet homme ? Sa grande taille, son jean sombre oversize, son t-shirt vert et sa tête presque rasée étaient inoubliables. Il restait immobile, les mains dans les poches et les yeux fixés sur nous. Pour être honnête, je me sentais vraiment troublé. Mais je ne voulais pas qu'Emma le sache. Alors, j'ai menti. J'ai dit que c'était probablement juste une coïncidence et que l'homme attendait un taxi ou un truc du genre. Emma n'était pas convaincue. Nous sommes restés assises une minute de plus dans un silence très gênant. L'homme nous fixait toujours. Et j'ai décidé de briser la tension et de montrer à Emma des TikTok que j'avais vus plus tôt. Et ça nous a fait nous sentir un peu mieux. Quand on a levé les yeux du téléphone, l'homme avait disparu. J'étais soulagé. Il n'y avait rien à craindre après tout. Emma et moi vont traîner un peu plus longtemps. Puis à 22h, on est descendu puisqu'elle ne restait pas cette nuit-là pour dormir. Elle avait des choses à faire le lendemain matin, donc elle devait rentrer. Son père passait la chercher en voiture. Nous sommes sortis sur le petit pas de la porte pour attendre, et je vous avoue que j'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque, mais il y avait cette étrange odeur de cigarette dans l'air. Aucun de mes voisins ne fumait. C'était donc assez inhabituel. Et c'est seulement maintenant, avec du recul, que je réalise que quelqu'un était à proximité. Le père d'Emma est arrivé un peu après 22h. Et ensuite, je suis rentré à l'intérieur. Je me souviens à quel point la maison avait l'air silencieuse. C'était la première fois que j'y passais la nuit seul. Alors, ça me semblait étrangement calme. Je suis retourné sur mon balcon et j'ai rangé les couvertures. C'est là que j'ai senti à nouveau l'odeur de la fumée de cigarette. J'ai fait une pause, j'ai regardé dans la rue et il était là. Le même homme de tout à l'heure. Il se tenait sous un lampadaire en me regardant. Il a fini sa cigarette et a jeté le mégot par terre. Et surtout, il continuait à me fixer. Les poils de mes bras, comme tout à l'heure, dressés. Que voulait cet homme ? Je sais que j'aurais dû me retourner et rentrer à l'intérieur, mais à la place, je lui ai fait signe comme une idiote. Ça l'a probablement excité. Il a commencé à tourner autour du lampadaire comme s'il dansait. Ensuite, comme s'il ne pouvait pas être plus effrayant, il a commencé à se frotter et à bouger contre le poteau comme s'il lui faisait l'amour. C'était dégoûtant. Je me suis immédiatement retourné et je suis rentré dans la maison. J'ai pensé à appeler mes parents, mais je l'ai pas fait. À la place, j'ai fait le tour de la maison et j'ai vérifié que j'avais bien fermé toutes les fenêtres et les portes. Puis, je suis allé me coucher. Je me suis réveillé samedi matin et tout semblait normal à l'extérieur. Pas de trace de l'homme de la veille. Mes parents rentraient à la maison demain. Alors, j'ai fait quelques corvées et je suis sorti avec des amis. Je suis rentré vers 21h et à 22h, j'étais de nouveau sur le balcon à profiter des étoiles qui apparaissaient. La nuit était si calme. Il n'y avait pas beaucoup de circulation là où j'habitais. Mais ensuite, le silence a été interrompu par un rire. Et pas le rire mignon d'un enfant, mais un ricanement grave.
J'ai regardé par-dessus le rebord du balcon et... j'ai vu le visage souriant de l'homme. Cette fois, je suis pas resté à le regarder. Je suis rentré dans la maison. Je me suis caché dans mon placard. J'ai appelé Emma sur mon portable et je lui ai tout raconté. Elle a été extrêmement rassurante. Elle essayait de me calmer pendant que son père lui appelait la police depuis son téléphone. Puis, j'ai entendu un bruit de verre brisé en bas. L'homme était dans ma maison. J'ai voulu crier, mais Emma m'a aidé à rester silencieuse. Les larmes sont montées à mes yeux et elles ont coulé sur mes joues. Emma, je chuchotais. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ne pense pas à ça maintenant. Y a quelque chose que tu peux utiliser comme arme ? A-t-elle demandé. Je n'avais rien. Et soudain, tout s'est calmé dans ma maison. J'ai retenu mon souffle, et peut-être que l'homme ne me trouverait pas. Le silence semblait durer éternellement. Et même si ça n'a probablement duré que quelques minutes, soudain la porte du placard s'est ouverte brusquement et j'ai crié. J'ai lâché le téléphone et j'ai caché mon visage derrière mes mains. J'ai senti des mains saisir mes poignets et me tirer vers le haut. Terrifié, j'ai commencé à agiter les bras repoussant l'homme. « Natacha, arrête, c'est moi !» La voix, c'était celle du père d'Emma. Il était venu me sauver. Après avoir appelé la police, il était monté dans sa voiture et était venu directement. J'ai demandé où était maintenant l'homme et le père d'Emma m'a expliqué qu'il était enfermé dans le garage. Le père d'Emma était entré dans la maison par la même fenêtre brisée que l'homme. Et quand l'homme était allé dans le garage, le père d'Emma avait fermé la porte à clé. Des sirènes retentirent au loin, se rapprochant. Quelques instants plus tard, la police arriva et l'arrêta. Le père d'Emma me laissa rester chez eux jusqu'à ce que mes parents rentrent à la maison le lendemain soir. Je leur suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'était vraiment impossible pour moi de rester seule dans cette maison une nuit de plus. Salut, je m'appelle Anna. Quand j'avais 16 ans et que je vivais au Texas, j'étais obsédée par les histoires d'horreur. Je n'en avais jamais assez. Des films d'horreur, des livres, des lectures de forums, des visionnages de faits sur YouTube, des threads d'horreur. Jamais. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé qu'un jour je serais le personnage principal de ma propre histoire, dans la vraie vie. L'histoire que je vais vous raconter, elle s'est déroulée un jour d'été dans ma ville natale. Mes parents partaient travailler et moi je restais à la maison. Je profitais de mes vacances d'été. Parfois, j'invitais des amis ou on allait traîner au centre commercial. Aujourd'hui par contre, tout le monde était occupé ou hors de la ville avec sa famille. Ça ne me dérangeait pas de passer la journée seule. La climatisation dans la maison était meilleure que la chaleur texane de toute façon. C'était bientôt l'heure du déjeuner et j'avais faim. Alors, j'ai décidé de commander sur Uber Eats. Mes parents détestaient Uber Eats et les différentes applications de livraison de repas. Ils venaient de lire une histoire étrange en ligne à propos de personnes louches qui livraient de la nourriture. Mais bon, qui croit ça de nos jours ? Tout le monde utilise Uber Eats tous les jours sans problème. Alors je me suis connecté et j'ai commandé un KFC. C'était mon petit plaisir coupable. À ce moment-là, tout semblait normal. J'ai passé la commande et j'ai reçu une notification. Votre livreur Eddie est en route. Je n'aime pas vraiment ouvrir la porte au livreur. Alors j'ai fait une demande spéciale pour laisser la nourriture devant la porte. Si vous n'avez jamais utilisé Uber Eats, laissez-moi vous dire que c'est une demande tout à fait normale. Le livreur de nourriture se rend généralement à la porte, laisse la nourriture sur le pas de la porte, puis il met à jour l'application pour dire que la livraison avait été effectuée. Parfois, il peut frapper à la porte ou sonner, juste pour s'assurer que vous êtes au courant. De toute façon, c'est assez normal. Finalement, j'ai reçu une notification sur mon téléphone indiquant qu'Eddie était en route. Puis une autre disant qu'il était en train de se garer dans ma rue. Normalement, ça voudrait dire que j'entendrais un léger bruit de ma nourriture posée sur le porche. Et ensuite, mon téléphone biperait pour me dire que la livraison était faite. Mais pas aujourd'hui. J'ai entendu la portière de la voiture s'ouvrir et se fermer. Puis j'ai entendu des pas et Eddie approchait de la maison. Et puis, rien. Bizarre. Combien de temps met-il pour déposer ma nourriture ? J'étais à l'étage dans ma chambre. Alors, je suis allé à la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil. Je pouvais voir sa voiture dans la rue, donc je savais qu'il n'était pas encore parti. J'ai vérifié mon téléphone et il n'avait pas mis à jour l'application pour dire que la livraison était faite. Alors, j'ai supposé qu'il était toujours sur mon porche. Et puis je l'ai vu. Il est revenu sur l'allée et il a regardé droit vers la fenêtre de ma chambre. Il était grand, mal rasé, un peu négligé. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me faisait peur. Ils étaient si sombres, comme s'ils n'avaient pas d'iris, seulement de très grosses pupilles noires. J'ai rapidement reculé de la fenêtre et j'ai crié « Dépêche-toi mec, et pars !» Ensuite, j'ai entendu 3 coups, lents et forts, sur la porte d'entrée. Mais qu'est-ce qui se passait ? J'ai arrêté de faire du bruit dans ma chambre, et effrayé, sans même bouger. Eddie a frappé à nouveau, mais cette fois-ci plus fort, plus énergiquement. J'ai crié en bas qu'il pouvait simplement laisser la nourriture sur le pas de la porte et que je viendrais la chercher. Les coups ont continué, plus fort, plus énergique. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne frappait plus.
Il donnait des coups de pied à la porte. Est-ce qu'il essayait d'entrer ? Je suis monté vers le haut de ma maison où j'avais une bonne vue sur la porte. Et je l'ai appelé à nouveau. Y a un problème avec ma commande ? Vous pouvez juste la laisser devant la porte, c'est parfait, vraiment. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais à l'intérieur, je tremblais. Et puis j'ai entendu la voix d'Eddie. Ne jouons pas tous les deux. Ouvre la porte. Je ne sais pas comment expliquer autrement, mais sa voix n'était pas une voix humaine normale. C'était la voix d'un fou. Le genre de voix qu'on entend dans des films d'horreur, comme dans Hannibal, dans Shining. Ce mec-là, il allait me tuer, j'en étais sûr. À peine cette pensée a traversé mon esprit que la porte s'est brisée. Là, en bas des escaliers, il y avait Eddie. Sa grande silhouette était juste devant le soleil du Texas. Avec Eddie dans la maison, mon cerveau a cessé de fonctionner et mon corps a pris le relais. Je me suis précipité dans la pièce la plus proche. C'était la chambre de mes parents. Et je me suis barricadé. En bas, j'entendais les bruits étouffés d'Eddie fouillant la maison. Puis, plus rien. J'ai pensé qu'il était peut-être parti. Peut-être qu'il venait de tout cambrioler. Mais la poignée de la porte de la chambre de mes parents s'est mise à trembler. La voix d'Eddie, étrangement calme, m'a fait frissonner. Anna, tu ne m'as pas laissé de pourboire. Mais une si jolie jeune fille comme toi peut sûrement trouver un moyen de me rembourser. L'horreur de la situation m'a vraiment frappé. Cet homme était là pour me violer. Une poussée d'adrénaline m'a poussé à agir. J'ai ouvert le placard de mon père, où il range ses clubs de golf, et je me suis caché à côté de la porte. Les secondes qui suivirent semblaient avoir duré des heures. Eddie a réussi à utiliser un couteau de la cuisine pour ouvrir la porte. Quand il est rentré, j'ai balancé le club de golf de toutes mes forces. Je l'ai pris par surprise. D'un coup, il y a eu un bruit de craquement. Puis Eddie a crié, s'agrippant à l'arrière de la porte et à sa tête. Sans perdre une seconde, ils étaient chez eux. Et j'ai pu appeler la police. Les policiers sont arrivés assez rapidement, mais Eddie avait disparu avant qu'il n'arrive. La police a pris l'affaire très au sérieux, mais mes parents m'ont dit que Uber Eats avait nié avoir un Eddie dans leur dossier. Et il s'avère qu'ils nous ont menti, et qu'ils ont menti à la police. En fait, quelques semaines plus tard, nous avons lu un article sur un livreur d'Uber Eats qui s'appelait Eddie, qui avait brutalement attaqué un groupe d'adolescentes lors d'une soirée pyjama. Ça aurait pu être moi. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis toujours traumatisé par cet événement. J'ai peur d'être seul à la maison et j'ai décidé d'obtenir un permis de port d'armes. Je sais que mon histoire est rare. Uber Eats est probablement sûr la plupart du temps. Mais rappelez-vous, les crapules et les gens bizarres existent. Faites toujours confiance à votre instinct et méfiez-vous. Surtout lorsque vous êtes seul chez vous. Tout le monde n'est pas comme il le montre à l'extérieur. Cette histoire s'est déroulée l'année dernière. J'étais de retour chez moi pour l'été après les cours. Et je passais du temps avec mes amis et ma famille. Un soir, un vieil homme d'école, également de retour en ville pour l'été, m'a invité à une fête dans la ville voisine. C'était la ville d'à côté. Alors, j'ai accepté d'être la conductrice et il n'y avait pas grand chose à faire. Alors j'étais contente d'avoir quelque chose à faire. Et si je suis honnête, j'espérais une petite relation pour l'été. Alors, je me suis habillé avec ma tenue la plus mignonne. Et nous sommes arrivés à la fête un peu plus tard que tout le monde. Et elle battait son plein, il y avait tellement de monde. Mon amie connaissait quelques personnes là-bas, alors elle a rapidement disparu. Moi, je connaissais personne. Et avec mon ami déjà occupé à s'amuser, je suis resté près de la table de nourriture à grignoter des snacks. Finalement, un gars s'est approché. Il n'était pas vraiment mon genre, mais il était beau. Il a engagé la conversation avec moi et c'était clair qu'il n'était pas intéressé que par discuter. Mon flirt d'été, c'était lui. Notre conversation a coulé facilement. On allait de nos films préférés à des histoires sur nos animaux de compagnie d'enfance. À la fin de la soirée, on a échangé nos numéros de téléphone et dans la semaine qui a suivi, on a échangé des messages presque sans s'arrêter. J'avais l'impression que nous avions une connexion vraiment forte. Et finalement, on s'est rencontrés et on a passé du temps ensemble quelques fois. C'est à ce moment-là que tout a commencé à mal tourner. Ce qui avait l'air d'être une connexion amusante et décontractée a pris une tournure plus sombre. Ces messages arrivaient en masse, passant d'une discussion amicale à une assistance inconfortable. J'ai essayé de prendre mes distances, espérant qu'il comprendrait le message. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Sa série de messages a pris une tournure agressive. Et bien que seulement 2 semaines se sont écoulées depuis notre première rencontre, je ressentais son obsession malsaine. Je ne pouvais pas laisser ça continuer. Je me sentais un peu mal au début. Est-ce que j'avais été assez clair sur le fait que ce n'était qu'une aventure le temps d'un été ? J'ai décidé de le confronter et d'être honnête. Je l'ai appelé, espérant que ça se résoudrait tranquillement. Quand je lui ai dit que je ne cherchais rien de sérieux et que peut-être nous devrions arrêter, il a commencé à me dire que j'étais l'amour de sa vie. Que personne ne lui avait jamais fait ressentir cela. Et que nous étions destinés à être ensemble. Mec, on s'est rencontrés il y a 2 semaines à peine. J'ai essayé d'être aussi gentil et compréhensif que possible. Je lui ai expliqué que j'allais retourner à l'université dans quelques semaines et qu'il n'était pas possible d'avoir une relation à distance. C'était la goutte de trop pour lui. Il a explosé de colère. Il lançait des insultes. Sa voix passant de douce à sinistre. J'aurais dû raccrocher, mais je suis resté là. Et j'ai subi des insultes. Quand je n'ai rien dit, il a répondu avec la déclaration la plus glaçante que je n'ai jamais entendue. « Je te verrai bientôt ». Puis il a raccroché. Je t'avoue que la panique s'est installée. Et il savait que j'étais seul ce week-end. Mes parents étaient pas dans la ville.
mais ils connaissaient pas leur adresse. J'avais toujours conduit lors de nos rendez-vous. Alors, ils ne savaient pas où je vivais réellement, en dehors du nom de la ville. Et pour être sûr, j'ai verrouillé toutes les portes et les fenêtres. On sait jamais. Quand je me suis senti suffisamment en sécurité, je suis allé me coucher. Mon sommeil a été interrompu à 3h20 du matin, quand mon téléphone a vibré avec une notification de mon application Ring. Les images de sécurité montraient qu'il se cachait dehors, avec un objet inconnu à la main. Je regardais sur mon téléphone alors qu'il se tenait sur le petit porche, regardant fixement la porte d'entrée. Je vous avoue, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de lui parler à travers la caméra. En réalité, j'aurais dû appeler la police directement et rester silencieuse. Mais j'étais tellement choqué de le voir là que je ne pensais pas vraiment de manière lucide. Le type s'est tourné vers la caméra et c'est là que je l'ai vu. L'objet inconnu dans sa main, c'était un couteau. Il s'est retourné et il est parti. Et il a regardé en arrière qu'une fois pour voir si je regardais toujours. J'ai signalé l'incident à la police et je leur ai remis tous mes messages et les images de la caméra. Il s'est avéré qu'en partageant autant d'informations personnelles avec ce gars, il avait pu se connecter à mes comptes sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces questions bizarres là, comme le prénom de votre animal de compagnie ou le nom de jeune fille de votre mère. Bien, je lui ai tout dit. Tout ce dont il avait besoin de savoir. Ça me répugnait de savoir que cette relation que je construisais avait été exploitée. Et c'était surtout terrifiant de savoir que cette liaison aurait pu me tuer. C'est effrayant de voir à quel point des anecdotes personnelles peuvent être utilisées comme des armes dans notre ère numérique. Protégez vos histoires, peu importe à quel point elles peuvent sembler ordinaires. Activez toujours l'authentification à 2 facteurs et soyez conscient d'avec qui vous partagez votre vie. J'ai toujours un peu peur la nuit. Maintenant, s'il vous plaît, que mon expérience vous serve de leçon. Restez en sécurité et surtout restez vigilant. Tout le monde me dit que je ne devrais jamais m'impliquer dans le dark web. Et ils me disent que c'est un endroit très sombre et que seules des choses mauvaises peuvent en découler. Certaines personnes m'ont même blâmé pour l'histoire que je vais vous raconter. Comme si j'avais quelque chose à voir avec ce qui s'est passé. À ces personnes, je dis toujours la même chose. Vous savez ce qu'il y a de pire avec le dark web ? Même si vous ne faites rien pour, même si vous ne savez pas qu'il existe, vous pouvez vous y retrouver mêlé. Vous pouvez en devenir la victime. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Mon histoire commence lors d'une sortie avec mes amis. Nous étions tous scouts, et même si on était une troupe d'adultes, on était des garçons de 18 ans accompagnés d'un instructeur. Ce jour-là, nous devions simplement défaire des nœuds, faire un feu de camp et raconter des histoires de fantômes. Et c'est exactement comme ça que la journée a commencé. Nous avons installé nos tentes autour d'un cercle où nous allions manger des guimauves plus tard dans la soirée. Certains d'entre nous devaient chercher du bois, d'autres devaient partir en exploration, et l'un de nous, généralement le plus expérimenté, devait nous guider avec une carte. Notre campement était dans un endroit isolé, loin de la civilisation et de tout signal de téléphone portable. Ça signifiait que nous étions complètement seuls, ce qui semblait excitant à l'époque, mais qui est rapidement devenu notre pire cauchemar. Le campement était près d'un petit ruisseau, entouré d'arbres imposants qui bloquaient la vue sur le ciel étoilé. Nous avons d'abord monté nos tentes, et quand nous sommes tous revenus de nos corvées, nous nous sommes mis au travail et avons commencé à tout préparer pour la nuit. Quelques heures plus tard, nous avions toutes les tentes prêtes et un feu de camp allumé. Alors, on a commencé à cuisiner nos rations. La nuit s'est déroulée comme n'importe quel autre voyage de camping, avec des rires et des plaisanteries entre amis. Cependant, à mesure que l'obscurité s'installait autour de nous, on a commencé à ressentir un étrange malaise. D'un coup, on a entendu le bruit des branches qui craquaient au loin. Nous nous sommes tous mis sur nos gardes. On pensait qu'il s'agissait d'un animal sauvage. L'instructeur nous a dit d'attendre et aller enquêter. Nous avons tous écouté et en quelques secondes, quelqu'un venait dans sa direction. Mais ce qui est sorti des arbres, c'était pas l'instructeur. Plusieurs hommes, habillés en noir, portaient des masques qui cachaient leur visage. Ils sont apparus de nulle part. L'un d'eux tenait une caméra, tandis qu'un autre portait une sorte de hache complètement rouillée. Les autres portaient des armes à feu et les pointaient sur nous. On était paralysés par la peur. Les intrus se sont approchés lentement de nous. Ils nous fixaient à travers leurs masques. L'un d'eux parlait d'une voix un peu déformée et mécanique, un peu comme Dark Vador. Ils nous ont ordonné de nous lever et de marcher vers le ruisseau. On n'avait pas le choix. On a obéi et on avait l'impression d'être pris dans un cauchemar gigantesque. En marchant vers le ruisseau, les intrus nous ont fait former un cercle. Ils nous fixaient, leurs yeux cachés derrière des masques. C'était glaçant. Puis l'homme, qui avait la hache, a commencé à parler d'une voix qui glaçait le sang. Il expliquait que nous faisions partie d'un spectacle macabre en direct qui était diffusé sur le dark web. On avait été choisis au hasard pour être les victimes de son amusement de psychopathe. Nos cœurs battaient tellement fort. L'anxiété nous paralysait. L'homme à la caméra a commencé à nous enregistrer. Il s'arrêtait sur chaque visage. On savait que nous étions filmés. Et surtout qu'on était diffusé à un public inconnu quelque part dans un coin sombre d'internet. Les larmes ont commencé à s'accumuler dans nos yeux. Mais nous savions que pleurer ne ferait qu'aggraver notre situation. Le psychopathe du dark web nous expliqua les règles du jeu macabre auquel nous allions jouer. Le ton était donné. Un seul d'entre nous survivrait à cette nuit. Et le reste disparaîtrait dans les profondeurs de la forêt. L'homme plaça une bouteille au milieu du sol. Et il commença à la faire tourner pour déterminer qui d'entre nous serait le premier à mourir. La bouteille finit de tourner. Et elle pointa à l'un de mes amis. Les intrus l'ont attrapé et l'ont traîné dans la forêt sombre. Je me souviens encore de ses cris. Il appelait désespérément à l'aide.
criant que si on se réunissait tous, on pourrait peut-être attaquer l'homme. Sinon, nous allions tous, quoi qu'il arrive, finir par mourir. Vous savez, je pense encore beaucoup à ces mots. Pour tout vous dire, il avait raison. Si on l'avait écouté, la plupart de ce qui s'est passé cette nuit-là aurait totalement pu être évité. Mais est-ce que vous pouvez nous blâmer de ne pas avoir agi ? On avait que 18 ans, on n'avait jamais eu de problème réel dans nos vies. Et soudain, on était confrontés à des hommes du dark web qui voulaient jouer avec nous. Ils voulaient nous torturer, nous tuer. Nous ne pouvions rien faire pour les arrêter. On pouvait qu'entendre les cris de nos amis et la terreur s'éloigner au loin. C'est à ce moment-là que nous nous sommes tous regardés. Certains pensaient à les attaquer, d'autres voulaient s'échapper. Mais en réalité, on était tous figés de peur. On était tous convaincus qu'il y aurait sûrement d'autres personnes dans les bois qui nous regardaient, attendant que l'un d'entre nous attaque ou tente de s'échapper. On était hésitants et on a continué à écouter les sons des gémissements de nos amis, qui allaient nous hanter, sachez-le, pour le reste de la nuit. Pendant ce temps, l'homme avec la hache regardait le reste d'entre nous et disait qu'un seul survivrait. Les autres subiraient le même sort. Le temps passait lentement et la panique s'installait. Nous ne savions pas s'il fallait rester ou essayer de fuir. Enfin, un autre lancer de bouteille pointa vers un autre de mes amis. Ils l'emmenèrent dans les bois et cette fois, on n'a rien entendu. Juste un silence étrange qui nous a finalement encore plus terrifiés. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les intrus continuaient d'éliminer un par un tout le monde. Je savais que la possibilité d'être le prochain augmentait, et ma peur devenait insupportable. À un moment donné, aucun de nous ne pensait à s'échapper. L'idée d'être le dernier survivant commençait à devenir de plus en plus importante. Surtout qu'il y avait moins de chances. Ils allaient être de plus en plus difficiles de résister. Nous ne pouvions jouer que selon leurs règles. Et sans nous en rendre compte, on est devenu un troupeau de moutons effrayés, attendant simplement d'être abattus. Enfin, il ne restait plus que 2 d'entre nous. Moi et mon meilleur ami, Marc. L'homme à la hache nous regarda avec un sourire sinistre et nous informa que c'était maintenant notre tour de jouer. Nous pouvions nous battre à mort l'un contre l'autre et le survivant serait libre, ou on pouvait refuser et affronter un sort encore pire. Marc et moi, on se regardait et il y avait de la terreur dans ses yeux. On savait qu'on n'avait pas le choix. La lutte fut brutale et déchirante. Nous n'étions pas des tueurs, on était amis, meilleurs amis. Mais la vie et le sentiment de détresse nous forçaient à nous battre jusqu'à ce que l'un de nous gise immobile au sol. Le sang se mêlait à la boue et le bruit de nos coups résonnait dans la nuit. Aucun de nous ne se battait vraiment. On était juste 2 adolescents qui se frappaient et qui pleuraient. Chaque coup que je portais à Marc était comme si je me frappais moi-même. Et je pouvais voir dans ses yeux que c'était pareil pour lui. Vous savez, je connais Marc depuis toujours. C'est le premier gars à qui j'ai parlé. Le premier jour du lycée. Et depuis, on a toujours été des amis inséparables. Marc était comme un frère. Un frère que j'essayais de battre pour sauver ma propre vie. Si l'un de nous avait vraiment voulu abattre l'autre, on aurait pu le faire très facilement. Mais nos coups étaient retenus. Nous voulions tous les 2 survivre. Mais aucun de nous ne pouvait se résoudre à tout donner. Et l'homme à la hache le savait. Je pouvais voir sur son visage à quel point il devenait impatient. Et quand l'homme avec la caméra lui parla, ça ne fit qu'empirer. Du coin de l'œil, je pouvais voir comment l'homme à la hache grimaçait et se préparait à venir vers nous. Je savais ce que cela signifiait. La lutte l'ennuyait. Dans ce moment de désespoir, j'ai arrêté de penser à Marc et j'ai pensé à mes parents. J'ai pensé à quel point ils seraient dévastés si quelque chose m'arrivait. J'ai pensé à mon père qui se blâmerait pour ma mort, car il insistait pour que je vienne. À ce moment-là, j'ai fermé les yeux et j'ai frappé Marc aussi fort que je le pouvais. J'ai pleuré, mais je l'ai frappé. Il a été instantanément vaincu. Et l'homme à la hache a été surpris. Mais il a commencé à rire. L'homme à la hache est venu vers moi et il m'a félicité pour avoir survécu. Il m'a dit que je pouvais partir. L'homme ne m'a pas seulement dit que je pouvais raconter l'histoire, mais il m'a menacé et il m'a dit que si je ne racontais pas l'histoire, des choses terribles arriveraient à moi et ma famille. Alors on m'a laissé partir, seul et traumatisé au milieu de la forêt. J'ai couru sans regarder en arrière, sans but, jusqu'à ce que je trouve un chemin qui me ramène à la civilisation. Je suis arrivé dans un poste de police et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Et la police n'a trouvé aucune trace des psychopathes, ni de mes amis disparus. Le Deep Web est un endroit sombre et mystérieux, difficile à tracer. Vous savez, parfois j'ai l'impression que je dois faire quelque chose, comme chercher et venger ce qui est arrivé à Marc. Mais au fond, je sais que ce ne sont que des rêves. Je n'ai pas d'autre choix que de vivre comme un lâche. Un lâche dont la famille est en vie et qui va le rester. Salut, je m'appelle Kevin Malone et je travaille dans une épicerie. La plupart du temps, il n'y a presque pas de clients. Alors, soit je suis mes cours à distance sur mon PC, soit je regarde des vidéos sur YouTube. Mais récemment, un de mes amis m'a introduit au Dark Web. Certains l'appellent le Deep Web, mais c'est la même chose. Attention, je suis simplement diplômé du lycée. Je suis pas un génie de l'informatique, mais j'adore vraiment explorer de nouvelles choses. Alors, quand j'ai installé le navigateur Tor et que j'ai commencé à explorer le Deep Web, j'étais assez excité au début. Il y avait de nombreux sites web que j'ai découverts. Certains étaient assez basiques, comme ceux que l'on trouve sur n'importe quel autre navigateur web. Et certains étaient assez perturbants. Il y avait un site avec les dernières paroles de tous les condamnés à mort. J'en ai lu quelques-unes et ça ne m'a pas quitté l'esprit pendant des jours. J'ai trouvé des trafiquants de méthamphétamine et d'autres drogues qui étaient toutes bizarres. J'ai trouvé aussi des trafiquants d'armes, mais je n'ai pas passé beaucoup de temps sur ces sites,
car je savais que cela pouvait être dangereux. En plus, je consommais pas de drogue, et j'étais pas intéressé par l'achat d'une arme. Donc j'adorais explorer le dark web, et les choses étranges qui s'y passaient. Mais mon travail était assez ennuyeux. Je gérais l'inventaire de l'épicerie et je restais dans le bureau à l'arrière. Beaucoup de gens de notre ville visitaient l'épicerie, y compris mes amis et des membres de ma famille. Ces derniers mois, il y avait des choses étranges qui se passaient dans notre ville. Des jeunes filles, âgées de 16 à 25 ans, disparaissaient, et c'était bizarre. Il y avait une atmosphère de peur dans la région. Personne ne savait vraiment qui faisait ça et pourquoi. En plus, aucun corps n'avait jamais été retrouvé. Alors la police ne pouvait pas faire grand-chose en termes d'enquête. On demandait à tout le monde d'être vigilant, surtout les femmes et les filles. Elles étaient invitées à quitter la maison uniquement quand c'était nécessaire, et à être accompagnées. Aucune fille ne sortait de chez elle après la tombée de la nuit. J'avais aussi une jeune sœur, donc j'étais très inquiet moi, et la plupart du temps je l'accompagnais partout. Chaque jour, avant de venir travailler, je la déposais à l'école et je m'assurais que ma mère et mon père la récupéraient quand elle sortait. Quoi qu'il en soit, hier soir, je naviguais sur le navigateur Tor et le dark web, et j'ai trouvé un site un peu particulier. C'était un site sur les crayons, et jusqu'à présent, j'avais rien vu de tel. Ce site était étrange car c'était un site de meurtre à la demande. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil au site. Le design global du site était effrayant. Il n'avait que 3 pages, avec une page d'accueil qui avait un formulaire de contact à la fin. Il y avait aussi une page à propos. Cette page parlait du tueur. Il n'y avait aucune information personnelle, mais il disait que c'était le travail à temps partiel du tueur et qu'il était artiste de profession. Ça m'a déjà tellement donné la chair de poule que j'étais sur le point de fermer le navigateur. Mais quelque chose au fond de mon esprit m'a poussé à consulter la dernière page, qui était une page de portfolio. Accrochez-vous bien parce que cette page était vraiment horrible. Elle contenait des images de cadavres mutilés, principalement des femmes, et leurs visages étaient toujours floutés. Et sur aucune des photos, évidemment, le tueur ne se montrait. J'étais tellement dégoûté par certaines des photos que j'ai vomi dans la poubelle sous mon bureau. Après ça, j'ai décidé d'arrêter pour la nuit et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, je vous avoue que je n'ai pas pu dormir, ni même manger mon dîner. Je suis resté éveillé dans mon lit et je pensais aux horreurs que ces femmes ont dû subir entre les mains de ce tueur en série. Et surtout, qui était la personne qui exigeait que ses filles soient tuées si brutalement. J'ai réussi tant bien que mal à fermer les yeux. Mais le lendemain matin, dès que je suis arrivé au travail, je n'ai pas pu m'empêcher de revisiter le site. C'est alors que mon patron a frappé à la porte de ma petite cabine. Il m'a demandé de m'occuper des caisses pendant 1 heure environ, car nous étions en sous-effectif, et il y avait beaucoup de clients. Cela ne me dérangeait pas du tout, car je n'avais pas d'inventaire à mettre à jour pour le moment. Dès que je suis sorti en regardant la foule, j'ai su que j'allais rester là-bas longtemps. En encaissant les clients, les uns après les autres, je mourais d'envie de retourner sur le site et de le consulter encore plus. À ce moment-là, un client m'a ramené à la réalité. Il a placé un tas de fournitures artistiques et de matériel sur le comptoir. Je l'ai regardé et je l'ai reconnu. C'était un de mes aînés à l'école. Je suppose qu'il avait environ 3 ans de plus que moi. Et maintenant, c'était un peintre célèbre dans notre petite ville. Il vendait ses tableaux à un tarif assez élevé, et certaines de ses œuvres se trouvaient dans des galeries d'art à travers le monde. Je l'ai salué et je lui ai demandé s'il travaillait sur quelque chose de nouveau. Je lui ai posé quelques questions de plus sur son travail, et il a fini par me montrer quelques photos des tableaux qu'il avait faits. Ils étaient vraiment phénoménaux. Enfin, je l'ai encaissé, j'ai mis ses affaires dans un sac, et je lui ai dit au revoir. Après près de 4 heures, je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé à consulter le site, tout en mangeant mon petit déjeuner. J'ai fait défiler toutes les photos que j'avais vues la veille, et j'ai commencé à voir d'autres photos de femmes mortes, et de leurs diverses parties du corps. Toujours aussi dégueu, Bientôt, quelque chose a attiré mon attention dans le fond de la photo. C'était des femmes avec une tête en moins. Et à l'arrière-plan, dans un coin, il y avait un tableau au look très familier. J'ai zoomé et bien sûr, évidemment que je savais où j'avais vu le tableau. Juste pour m'assurer que je me trompais pas, j'ai regardé toutes les photos sur le site. Et en arrière-plan, de nombreuses d'entre elles. Je pouvais voir des tableaux très familiers que je les ai vus quelques heures avant. Je savais que je venais de résoudre l'affaire, et pas n'importe laquelle. C'était l'affaire la plus compliquée que notre ville n'ait jamais connue. Mais je savais que j'avais affaire à un tueur en série. Alors, je devais être très prudent pour résoudre le problème. Tout d'abord, j'ai pris des captures d'écran de toutes les photos. Puis, je les ai copiées sur une clé USB. J'ai mis la clé dans une enveloppe et j'ai écrit une courte note disant « Vérifiez la cave du peintre ». Et je l'ai mise dans l'enveloppe aussi. Ce soir-là, en rentrant chez moi en voiture, j'ai déposé l'enveloppe dans la boîte aux lettres du commissariat. Le lendemain matin, avant que je me réveille, mes parents et ma sœur étaient occupés à regarder les informations. La police avait perquisitionné la maison de l'artiste et ils avaient trouvé les filles enchaînées. Elles étaient maltraitées et affamées dans sa cave. Et d'autres cadavres jonchaient le sol. Il a été arrêté et je pense qu'il recevra la punition qu'il mérite. Heureusement, ces 3 filles ont été sauvées. La police a trouvé son site web sur le dark web et l'a immédiatement fait fermer. Et personne n'a jamais su que c'était moi qui avais informé la police. On a tous déjà entendu quelqu'un qui a dit « Je ne mange pas de viande plus de 20 fois par semaine ». On l'entend en commandant de la nourriture, et on l'entend aussi dans nos conversations quotidiennes. Et même si je ne pensais jamais prononcer ces mots, un incident qui s'est produit il y a quelques années m'a fait jurer de ne plus jamais manger de viande. Cette histoire raconte mon expérience terrifiante et explique pourquoi je ne mange pas de viande. Je venais de rentrer de l'université. C'était les vacances d'été et rentrer à la maison était toujours génial, car je pouvais retrouver mes amis d'enfance. Tommy, c'était mon meilleur ami, car nous nous connaissions depuis l'enfance. Il était un peu timide et réservé, alors que moi j'étais extraverti et complètement sociable. Mais malgré nos personnalités différentes, nous étions comme des frères. Chaque été, il y avait une rencontre organisée où tous nos amis d'enfance se retrouvaient et se racontaient leur vie. Tommy n'aimait pas aller à ces événements,
mais moi je le forçais toujours. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a sociabilisé. On a mangé, et j'ai retrouvé la plupart de nos autres amis d'enfance. Vers la fin de la journée, un homme s'est approché de nous, et je l'ai reconnu. C'était Alexander Anderson, un gastronome excentrique, obsédé par la découverte de nouveaux goûts. Il était également un youtubeur très populaire. Sa chaîne présentait divers sujets, comme de l'ASMR, des mukbangs et les nouvelles cuisines du monde. En gros, tout ce qui avait un rapport avec la nourriture. Et bien qu'il était l'un de nos amis d'enfance, on n'était pas vraiment proche de lui. Il était un peu bizarre quand il était enfant. « Jake, Tommy, c'est tellement bien de vous voir !» a dit Alexander, en nous rapprochant de lui pour nous faire un câlin. « Vous sentez si bon, oh, franchement ça fait du bien. » C'était une phrase étrange, car Tommy et moi n'avions pas mis de parfum. Mais vas-y, j'ai mis ça de côté en pensant que c'était simplement pour être poli. J'ai donc répondu. « C'est sympa de te voir, Alexander. Je suis tellement content que vous ayez apprécié comme j'ai tout préparé. » « Eh bien, tu as fait du beau travail. J'ai aussi pensé que c'était délicieux. » ai-je répondu. « Maintenant, je comptais filmer une nouvelle vidéo de mukbang pour ma chaîne YouTube, et j'adorerais que vous deux vous y participiez avec moi. » Je n'étais pas vraiment un passionné de la nourriture, et Tommy non plus. Je ne voulais pas être impoli alors. J'ai accepté et je lui ai dit qu'on participerait à sa vidéo YouTube. Alexander a ensuite dit « Génial, je vous enverrai les détails de mon adresse. On se voit mercredi ?» Et après il est parti. Tommy n'était pas trop content de ça. « T'aurais pas dû faire ça, Jake. Tu sais que j'aime pas aller à ce genre de truc. » « Ne t'inquiète pas, » ai-je répondu. « Je suis sûr que ça sera une expérience amusante. » Le moi plus jeune ne savait pas encore que ça serait une expérience que je n'oublierai jamais. C'était enfin mercredi et nous nous dirigeons vers la maison d'Alexander. Tommy se sentait vraiment anxieux et il m'a dit « Je sais pas quoi penser de ça, Jake. J'ai un mauvais pressentiment par rapport à ça. On sait tous les deux à quel point il est bizarre. » J'ai pensé que c'était simplement la nature introvertie de Tommy qui ressortait. Alors je l'ai calmé. « Allez mec, je sais qu'il était un peu bizarre quand il était petit, mais c'est un homme maintenant. » « Je sais que c'est un homme, mais il est toujours bizarre. T'as pas remarqué comment il nous regardait à la rencontre? Il avait un sourire effrayant et en plus, il nous a dit qu'on sentait bon. Et on sait tous les deux qu'on n'avait pas mis de parfum. Il y a un truc qui cloche. » Je pensais que tout ça n'était que le fruit de l'imagination de Tommy, alors j'ai répondu. « Moi j'ai rien remarqué de tout ça. Mais c'est probablement juste toi mec. On va bien s'en sortir, t'inquiète. » Nous sommes finalement arrivés à la maison d'Alexander, et la première chose que j'ai remarqué, c'est à quel point elle était énorme. Je savais qu'être youtubeur ça payait bien, mais je crois que j'avais pas réalisé à quel point. On a frappé à la porte, et il s'est rapidement précipité pour l'ouvrir. Il avait l'air admiratif, et le regard qu'il nous a lancé était plus avide que joyeux. Il a finalement parlé. « Entrez, entrez !» dit-il. Nous sommes rentrés, et on est resté dans le couloir. « Vous sentez divinement bon, messieurs. » Cette fois j'avais mis du parfum, ce qui rendait la situation moins étrange. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans la façon dont il le disait. « Merci » ai-je répondu. Il n'était clairement pas à l'aise d'entendre Alex dire ça à nouveau, mais il a souri et il a fait un signe de la tête. « Attendez ici pendant que je prépare les caméras » a dit Alex avant de s'éloigner. On s'est assis sur les sièges dans le couloir. Et plus je restais là, plus je commençais à me sentir aussi anxieux que Tommy. Je me rappelais à moi-même que j'étais adulte à intervalles réguliers et que je devais arrêter d'être immature. Le silence dans le manoir était étrange et effrayant. « C'est quoi ce bordel ?» a dit Tommy en rompant le silence. Je me suis retourné pour le voir regarder un tableau sur le mur. Le tableau semblait être constitué de différentes figures humaines, qui mangeaient un enfant. « Il la mange ?» a dit Tommy, visiblement perturbé. J'ai compris au premier coup d'œil ce qui se passait sur le tableau. Mais pour pas effrayer Tommy, j'ai dit « On dirait, mais je suis pas sûr. C'est un tableau bizarre. » On a alors entendu la voix d'Alexander au bout du couloir. « Magnifique, pas vrai ? Je l'ai trouvé dans une galerie d'art. Le peintre a dit qu'il était inspiré par une ancienne tribu qui se sentait toujours incomplète. Alors, pour trouver l'achèvement, il prenait à l'autre. » Tommy a répondu. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Alexander a souri et il a dit « Haha, seuls les vrais artistes peuvent le comprendre. » Moi je pense que c'est un putain de tableau bizarre et que tu devrais récupérer ton argent. Je pouvais voir que Tommy était maintenant agacé et j'ai décidé que je devrais probablement intervenir. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Alexander a continué. « Les caméras sont prêtes et j'aimerais qu'on commence à tourner la vidéo. » Tommy n'était pas content, mais il a dit « D'accord, finissons-en avec ça. » En descendant vers la cuisine, je pouvais dire que Tommy était furieux contre moi, car c'était moi qui l'avais traîné là-dedans. Et ça se voyait. Moi aussi je me sentais extrêmement anxieux, mais Alex semblait lui complètement ignorer tout ça, car il avait toujours un grand sourire. Et je savais qu'Alex était toujours un mec bizarre, mais ça devenait un peu trop là. Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, il nous a montré ce que nous allions manger. Au premier coup d'œil, on voyait directement que c'était de la viande. Mais la question, c'était de quel animal? Ça ressemblait ni à du porc, ni à du bœuf, ni à du poulet. Et ça ne sentait rien de tout ça non plus. J'ai regardé Tommy et j'ai su qu'il pensait exactement la même chose. Mais avant que Tommy ne dise quoi que ce soit, j'ai demandé à Alexander « Quel genre de viande c'est ?» Parce que ça ressemble à rien que j'ai déjà mangé. « C'est de l'agneau ?» Il nous a regardé et il a dit « Bien, si je vous le disais, ça contredirait l'objectif de la vidéo mukbang. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Sachez simplement que c'est délicieux, vous a-t-il dit. » Il nous a demandé ensuite de nous asseoir parce qu'il allait commencer la vidéo. Mon esprit avait déjà commencé à réfléchir à plein de choses. Je n'étais même pas attentif à ce que Alexander disait dans l'introduction, car je commençais à me demander si Tommy avait raison depuis le début. Est-ce que j'ai été trop gentil? J'étais sur le point de dire quelque chose quand Alex a dit à la caméra « Maintenant, mes amis d'enfance et moi, allons essayer cette viande mystère. » Il nous tendit une portion, et malgré mon manque d'enthousiasme à manger quoi que ce soit, j'ai décidé de le faire, et vite m'en débarrasser pour pouvoir partir.
Alors qu'Alex commençait à manger, Tommy et moi avons mis la viande mystère dans nos bouches, et dès qu'elle a touché ma langue, c'était comme si tous mes soucis s'envolaient. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point cette viande était délicieuse. J'ai instinctivement pris une autre bouchée, et Tommy en a fait de même. Alex a commencé à rire en disant à la caméra « On dirait qu'ils aiment ça !» J'ai mangé à ma faim ce jour-là, et ainsi, toute l'anxiété, l'angoisse et le sentiment étrange que je ressentais avaient disparu. Après que la vidéo se soit terminée, nous avons tous les trois traîné et avons passé une excellente après-midi. Il s'est avéré qu'Alex était plus qu'un simple passionné de nourriture. Il était aussi passionné de jeux vidéo, de musique et de cinéma. Et on a discuté et noué des liens pendant tout le reste de l'après-midi. Je venais de pousser un soupir de soulagement car je m'étais mis à l'aise et Tommy aussi. Et je me suis dit que j'étais tellement content qu'on soit venu, et alors que nous étions assis là à parler, Tommy a finalement dit « Vraiment mec, cette viande mystère était délicieuse, qu'est-ce que c'est vraiment ?» Alex a dit que la viande était importée, mais il était sûr que c'était juste une combinaison de viande variée, car il y goûtait une pointe de poulet. Alors qu'il continuait à parler, j'ai ressenti le besoin d'aller aux toilettes. Alors j'ai demandé à Alex où est-ce que ça se trouvait. Il a dit qu'elle était en bas du couloir, à gauche. Après avoir utilisé les toilettes, j'ai commencé à retourner au salon. Mais j'avais très soif, car j'avoue que j'avais mangé beaucoup de viande. Alors je suis allé à la cuisine. J'ai ouvert le frigo et j'ai pris de l'eau à boire. En buvant de l'eau, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Est-ce que c'était... J'ai crié avant de pouvoir terminer ma pensée. Juste là, dans le réfrigérateur d'Alex, il y avait la main d'un enfant humain. Et plus je regardais, plus c'était pire. Derrière les courses, il y avait plus de parties humaines. Des pieds, des bras, des doigts. Et là, mon cerveau a tout compris. J'ai immédiatement vomi et j'ai commencé à crier à nouveau. C'est alors que j'ai entendu Tommy m'appeler. « Jake, ça va ?» Je l'ai pas entendu finir la phrase. Tout ce que j'ai entendu, c'est un bruit sourd. Comme si quelque chose était tombé, suivi d'un silence. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Alex ne soit debout dans la cuisine, tenant une barre de métal. L'extrémité de la barre était colorée de quelque chose de rouge, que je pensais être du sang. Il se tenait là, me regardait en silence, avec un sourire sur son visage. Et pendant environ 2 minutes, il n'a rien dit. Puis il a dit « Je vois que t'as trouvé ton plat préféré. » Je voulais dire quelque chose, mais j'ai fini par vomir à nouveau. Et avant que je ne puisse relever la tête, j'ai senti la barre de métal dure frapper. J'ai perdu connaissance. J'ai commencé à ouvrir lentement les yeux, et la première chose que j'ai vue, c'était des lumières qui clignotaient. Il a fallu un certain temps avant que ma vision ne redevienne claire, et que je puisse enfin voir mon environnement. J'étais dans ce qui semblait être une cave. J'étais aussi attaché à ce qui semblait être un bloc de béton dur. Le bloc avait des taches de liquide rouge partout, et il me rappelait une table de boucher. À ma droite, j'ai vu Tommy, il était inconscient, et lui aussi était attaché à quelque chose de similaire. Et j'entendais la voix d'Alex dire « C'est là que le vrai plaisir commence. Et je fais ça uniquement pour vous, hein, mes fans premium. » Je pouvais enfin le voir, devant une caméra. Il portait un tablier et des lumières étaient disposées tout autour de nous. Je me sentais un peu étourdi après le coup à la tête, mais j'ai lâché la première chose qui me venait à l'esprit. « Alex ! Espèce de malade !» Il s'est lentement tourné vers moi et il a eu un sourire malsain sur le visage. « Regardez les gars, notre repas est réveillé », a-t-il dit en fixant la caméra. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je crié. Il me regardait lentement et il a dit « Qu'est-ce que je veux ? Je veux ce que vous n'avez pas apprécié toutes ces années. La nourriture divine que vous avez été, vous, pendant tout ce temps. » Il s'approcha de moi et il a enfoui son nez dans ma poitrine. « Tu sens si bon. T'as l'air si savoureux. Ta sœur fait un excellent travail pour t'assaisonner. » Alors qu'il répétait ces mots, j'ai réalisé quelque chose. « Alors c'est ça que tu voulais dire ?» Il ne me répondit pas. Il se contenta d'aller vers la caméra et il a dit « Ça suffit de bavarder avec la nourriture. » Il se dirigea vers une étagère pour prendre ce qui ressemblait à une trousse à outils. Et il commença à sortir toutes sortes de couteaux de boucher bien affûtés. Puis regardant la caméra, il parla comme s'il était dans une émission de cuisine qui s'adressait à un public. Maintenant, quand la viande est fraîche comme ça, il y a certaines parties qui sont délicieuses seulement quand elles sont mangées crues. Il s'approcha ensuite de Tommy avec le couteau à la main. Il leva la tête de Tommy et il lui tint l'oreille. Et d'un coup net, il lui enleva l'oreille. Mon estomac se tordit et j'eus envie de vomir à nouveau. Je suppose que la douleur réveilla Tommy car il se mit immédiatement à crier. Et Alex, sans hésitation, mit l'oreille ensanglantée de Tommy dans sa bouche comme si c'était un biscuit. Je le regardais avec dégoût et je criais « Espèce de malade ! Ne touche pas à mon ami !» Il me regardait et il a dit « Ne me regarde pas comme ça. Nous savons tous les deux que tu aimes le goût. J'ai vu tes yeux quand tu engloutissais cette viande. Tu as goûté quelque chose de divin et après ça, tu ne reviens jamais en arrière. Tu ne vois pas, nous sommes tous des cuisines ambulantes. Enfants, adolescents, adultes, chacun de nous a sa saveur différente. Et je dois les goûter. Tous. Tommy criait et se mettait à pleurer. Je regardais Alex continuer à délirer et sortir toutes ces absurdités. Mais tout ce qui me traversait l'esprit, c'était que je devais sortir d'ici. Et que je devais emmener Tommy avec moi. Parce qu'une partie de moi savait que tout cela était de ma faute. Si seulement j'avais écouté Tommy, il ne serait pas dans ce pétrin. Je commençais à tirer frénétiquement sur les liens qui m'empêchaient de bouger. Mes poignets et mes chevilles me faisaient mal. Mais je m'en fichais. Tout en faisant ça, je le vis marcher vers les pieds de Tommy. Et tout en regardant la caméra, il a dit « Une autre merveilleuse partie à manger cru, ce sont les orteils. Le goût est merveilleux. » Et sans hésitation, je le vis mordre 2 des orteils de mon ami. Il ressemblait à un animal. Du sang était partout sur son visage alors qu'il disait à la caméra « Maintenant, en mangeant les orteils crus,
Vous aspirez et vous mâchez. Oh mon Dieu! Tommy criait de manière incontrôlable. Et maintenant, je pouvais seulement imaginer la douleur qu'il ressentait. Je continuais à tirer sur mes liens jusqu'à ce que mes mains et mes pieds semblent sur le point d'éclater. Ce qu'Alex a fait ensuite est quelque chose que je vois encore aujourd'hui, à chaque fois que je ferme les yeux. Il s'approcha de Tommy et il lui dit « Maintenant, vous ne voulez pas que votre nourriture lutte quand on coupe les bonnes parties. Alors, il vaut mieux qu'il saigne. Une coupe fine et nette, à travers le cou, devrait faire l'affaire. Pas trop profonde, hein. » Il fit une pause et il continua. « Nous avons de bonnes choses là-dedans. » Il me regarda, et en disant ça, il trancha soigneusement la gorge de Tommy. Le sang gargouillait hors du cou, et il descendait sur sa poitrine, nettoyant le couteau sur son tablier et s'éloignant. C'était terrifiant. Alors que je regardais Tommy saigner à mort, et s'arrêter lentement de bouger, je commençais à crier. « Tommy, accroche-toi mec, et je vais te sortir d'ici !» Alex, qui était complètement indifférent à tout ce qui se passait, continuait simplement de parler à la caméra. « Maintenant, nous devons obtenir l'huile de conservation. Car nous devons garder la viande en conditions intactes. Je reviens tout de suite. » Il monta les escaliers et il disparut. Alors que je regardais Tommy saigner à mort et s'arrêter lentement de bouger, je commençais à pleurer. « Ne t'inquiète pas mec, je vais te sortir d'ici. Je vais arranger ça. » En larmes. Et Tommy commença à parler. Il était évident que c'était difficile pour lui de le faire, mais il le fit quand même. « C'est bon, » me dit-il d'une voix vraiment basse. « Tout ça, c'est pas de ta faute. Fais en sorte de sortir d'ici. C'est mon frère mec. Et je t'ai vraiment aimé. » Le silence suivit ces mots. Il arrêta de bouger. Je pouvais voir que son sang partout sur son corps commençait à arrêter de couler. Il était vide. Et j'ai commencé à l'appeler par son nom. Je ne voulais pas y croire, mais je savais, il était mort. En pleurant, je tirais plus fort sur mes liens jusqu'à ce que je sente mon poignet craquer. La douleur était infernale, mais j'étais libre. En m'approchant du corps de Tommy et en pleurant, je vis la barre métallique et je l'ai ramassée. J'ai commencé à entendre des pas. Alors, j'attendis en bas de l'escalier. Je suis de retour les gars, espérant que la viande ait bien saigné. Et sans hésitation, je l'ai frappé violemment au visage. Il tomba par terre. Je remarqua qu'il respirait toujours. Et même s'il était inconscient, je voulais tellement le tuer. Mais je l'ai pas fait. Je m'étais dit que ma vie était déjà ruinée par la mort de mon meilleur ami, et le tuer ne ferait que la ruiner encore plus. Au lieu de le battre à mort, je suis monté à l'étage pour appeler la police. Après ça, je suis redescendu au sous-sol. Je me suis approché du corps de Tommy, et j'ai pleuré à chaudes larmes. Les semaines qui suivirent étaient comme un flou rapide. J'ai été convoqué par la police pour être interrogé, et je leur ai tout raconté. Ils m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie, car aucune des 30 victimes qu'ils avaient trouvées n'avait jamais réussi à lui échapper. Ils m'ont également dit qu'ils géraient une chaîne de streaming secrète sur le dark web, ce qui explique pourquoi ils nous filmaient. Et plus de 1000 utilisateurs ont été découverts. Ça m'a alarmé car ça signifiait qu'il y avait 1000 personnes dans le monde au moins aussi malades que lui. Les familles des victimes ont été informées et elles ont toutes réclamé justice. Mais Alexander a plaidé l'irresponsabilité pénale, donc il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique et les parents de Tommy étaient abattus par ça. Je les ai entendus dire que les familles des autres victimes faisaient appel au jugement afin qu'ils puissent être condamnés à la prison à vie, voire à la peine de mort. J'espérais que cela fonctionne pour eux car cet homme méritait vraiment de mourir. Nous avons enterré Tommy cette semaine-là et j'ai prononcé mes derniers adieux à mon meilleur ami. Ça fait 5 ans depuis cet incident et au lieu de me laisser sombrer, j'ai continué ma vie. Je suis marié maintenant et j'ai une fille de 2 ans. Je vais toujours en thérapie régulièrement, mais ça ne m'aide pas vraiment. À chaque fois que je ferme les yeux, je me retrouve là-bas. Et même si je ne mange pas de viande, parfois j'ai une envie irrésistible de le faire. Je vais vous choquer, mais je me surprends à regarder ma fille. Je salive et je me demande quel goût elle pourrait avoir. Parfois, je regarde ma femme de la même manière. J'ai régulièrement des pensées bizarres, comme me couper le bras et le cuisiner, juste pour avoir ce goût. Mais j'utilise toute la force que j'ai pour surmonter ces pensées malsaines, parce que j'aime ma famille. Peu importe à quel point c'est difficile, je vais continuer. Vous savez, Alexander Anderson a peut-être été un malade mental. Mais s'il y a une chose où il a eu raison, c'est qu'il n'a pas menti quand il a dit que, une fois que vous avez goûté quelque chose de divin, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Bon appétit.